Bonjour à tous, bienvenue dans un épisode du balado Passion Psy. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a reçu la professeure Marie-France Marin, qui est professeure ici à l'UQAM au département de psychologie dans la section neuropsychologie. Mais tout d'abord, avant de débuter, on souhaitait faire une petite mention spéciale et la remercier pour sa confiance et son support dans l'élaboration de ce projet depuis le départ. Oui, donc on a commencé l'épisode par discuter un petit peu de son parcours académique, entre autres de son expérience au postdoctorat, puis on a ensuite parlé de son laboratoire et de ses intérêts de recherche en tant que chercheur. On a aussi discuté de ses attentes envers les étudiants qui seraient potentiellement intéressés à appliquer avec elle. Puis aussi, on jugeait pertinent de parler un petit peu de son rôle en tant que directrice des programmes de premier cycle, étant donné que ça touche de près les étudiants au baccalauréat. Donc on vous souhaite un bon épisode! Parfait. Donc, bonjour Marie-France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On est vraiment ravis de t'avoir parmi nous pour un épisode au podcast. Oui, super. Puis en fait, on aimerait ça commencer par savoir quand est-ce que tu as commencé à être intéressée par la psychologie? Est-ce qu'il y a un moment clé dans ton parcours où tu as découvert cet intérêt-là, cette passion-là? Complètement. Pendant mon cégep, en fait. Moi, j'avais fait mon DEC en sciences pures en pensant m'enligner peut-être plus vers... en fait, je savais pas trop, peut-être médecine, mais tu sais, je n'étais pas vraiment convaincue de quoi que ce soit. Fait que je suis allée en sciences pures un peu avec l'idée, ça ouvre des portes, là, dans mon temps... nos oncles et nos tantes. Fait que fais sciences pures, t'es sûr de tout pouvoir faire, ce qui n'est pas nécessairement vrai, mais bref. Autre temps, autre mœurs. Et voilà, donc en faisant Sciences Pures, puis là, j'ai pogné mon 2 minutes en Sciences Pures. Ça n'était pas fait pour moi. J'étais pas vraiment motivée. J'étais comme, j'aimais mieux faire la fête. Bref, ça allait pas optimal, disons. Et j'étais allée voir quelqu'un au cégep là, un petit peu par rapport à ça. Là, je me suis dit, je ferais peut-être un changement de profil, en fait, de programme pour le DEC en sciences humaines. Mais... je voulais pas rajouter de temps, j'étais même pas sûre si ça me tentait plus finalement. Fait qu'elle m'avait comme suggéré de prendre un cours à option. Ce que j'ai fait, fait que dans ma première année, j'ai fait un cours à option qui était psycho, mais c'était un peu la base de biopsycho. Fait que moi, c'est ça, c'était pas intro psy, tu sais, ce qu'on aurait pensé. Il y en avait qui avaient plus maladie mentale, les choses comme ça. Moi, c'était vraiment, tu sais, les bases, OK, certaines régions du cerveau qui sont, tu sais, vont régir certains comportements. Puis là, j'ai vraiment fait, OK, c'est vraiment cool. Fait que c'est l'aspect bio de la psycho, en fait, qui m'a vraiment allumée. Puis l'aspect psychologie, ben il venait me chercher parce que, tu sais, j'aimais beaucoup le contact humain, relations d'aide, etc. Fait que là, je trouvais que c'était bien intéressant. Alors, j'ai opéré le changement. Fait que j'ai fait comme un an en sciences pures, un an en sciences humaines avec un cours d'études. Ça a fait un DEC en sciences humaines, selon le diplôme. Et maintenant, c'est ça. Puis après ça, ben là, je suis partie. J'étais assez convaincue d'aller faire un bac en psychologie. En me disant, ben oui, je vais être psychologue parce que, bon, dans ma tête, ça menait à ça, puis c'était ça que j'allais faire. Alors, c'est ça, fait que c'est comme ça que ça a commencé. Super. Parfait. Puis dans le fond, on se demandait maintenant si tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours académique une fois rendu à l'université, dans le fond. Donc, comment est-ce que tu es arrivé? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Bien, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ça se poursuit. Fait que je me suis dit, OK, je veux faire psychologie au bac, etc. Donc, je suis allée aux Portes ouvertes. Moi, j'ai fait mon cégep à Rimouski. Je suis allée aux Portes ouvertes. Il y avait comme des universités là, qui venaient présenter. Évidemment, il y avait une file de 5 km pour l'Université Laval parce que tout le monde voulait avoir de la sauce à spag de leurs parents et donc redescendre à Rimouski la fin de semaine. Ou remonter, en tout cas, le fleuve, je ne sais plus quel bord, bref, retourner à Rimouski. Et là, moi, je me suis dit, c'est trop long, blablabla. Fait que je suis allée me promener un petit peu dans les autres tables. Et sans grande surprise, McGill avait personne à sa table parce que bon, l'anglais n'est peut-être pas la force de la région, disons. Puis c'est ça. Puis là, je me suis dit, bon, mais je serais pas capable. Tu sais, j'étais quand même bonne en anglais, là, mettons, dans mes trucs, mais tu sais, j'étais loin d'être bilingue ou quoi que ce soit. C'est un gros changement. Complètement. Puis là, la fille qui était là, tu sais, des fois, c'est juste des rencontres. Elle était, mais moi, j'ai fait mon bac en psychologie, etc. Moi, je dis, mais c'est vraiment intéressant. Fait que je suis arrivée chez nous le soir, puis j'ai dit, ben j'applique à McGill. Là, mes parents étaient un peu déstabilisés. J'ai appliqué aussi à d'autres universités, mais j'avais vraiment comme pogné. Je m'étais dit, OK, c'est ça que je fais. Puis moi, quand j'ai une idée dans la tête, c'est ça. Fait que, comme de fait, je suis partie, puis pendant de la maison, après ça, je suis allée faire mon bac là-bas. Et là, quand je suis arrivée, ben, j'aimais les cours et tout, mais vraiment les cours qui avaient cet aspect bio, mon cours préféré au bac, ça a été, ça s'appelait Human Cognition in the Brain, mais tu sais, c'était ça, c'est le cerveau avec la cognition. Puis là, je trouvais ça donc fascinant. Puis voilà, et ben, en deuxième année, en fait, j'ai commencé à... Tu sais, là, il nous disait, il faut s'impliquer. Là. J'ai fait exactement ce que vous faites tous. Là. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que je m'implique dans des labos et tout. Mais je me posais pas la question parce que, dans le fond, tout le monde
avait un peu le même, le même esprit, c'est-à-dire que tout le monde était comme, OK, on veut tous devenir psychologue. Fait que j'y allais, un peu dans cette lignée-là, avec un penchant pour la neuro, évidemment. Puis, sans trop me poser de questions, alors là, je me suis dit, bon, ben il faudrait que je m'implique en recherche et tout. Fait que j'avais contacté à l'époque Karim Nader, qui est un chercheur là-bas en animal, mais il travaillait sa mémoire. Moi, la mémoire, ça me fascinait. Fait que j'étais allée le rencontrer. Puis là, j'avais fait mes recherches, mais j'étais pas une super... j'avais pas bien fait mes recherches. Là, je ne dirais pas de faire ce que j'ai fait, mettons. Puis là, je suis dans son bureau, puis il parle 8 fois plus vite que moi en anglais. Fait que je suis comme... Puis il me dit, t'es consciente qu'il va falloir que tu sacrifies des animaux, parce que c'est de la recherche animale. Je suis là, en dedans de moi, je me décompose. Je suis comme, oui, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça, mais c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Puis j'ai adoré, pas tant travailler chez les animaux, mais j'ai adoré, par exemple, tout ce qui était le domaine de la mémoire, toute la bio derrière ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et là, je m'impliquais dans des labos, puis là, je faisais d'autres labos, etc. Puis là, plus je m'impliquais en recherche, j'étais comme complètement accro. Puis c'est ça. Fait que jusqu'à temps que, là, à la fin du bac, j'ai appliqué dans différents programmes. Puis... en neuro, entre autres, en neuropsy. Puis c'était ça, là, le plan. Je m'en allais faire neuropsychologie, le RI à l'Université de Montréal à l'époque. Puis, à ce moment-là, il y avait comme des stages d'été. Fait que j'avais appliqué pour un stage d'été. Je fais un petit retour en arrière. Là, à la fin de ma deuxième année de bac, j'ai appliqué pour un stage d'été. J'avais contacté Sonia Lupien, qui travaillait sur les hormones et la mémoire et tout. Puis elle m'avait dit par courriel, j'avais envoyé CV relevé de notes, puis ça. Puis elle m'avait dit, moi, je prends personne qui n'a pas pris mon cours. Bon. Fait que là, j'étais comme, non, OK, j'ai pas pris son cours. Fait que, c'est ça. Fait que c'est pas grave, je trouve autre chose. Fait que l'année d'après, toujours pas pris son cours parce qu'il était en conflit avec un autre cours que je devais prendre dans mon parcours. Bref. Fait que j'ai réécrit. J'ai dit, j'ai toujours pas pris ton cours, mais votre cours, mais voilà. Et là, elle me dit, mais j'aime ça le monde qui persévère, fait qu'on va se rencontrer. Fait que je suis bien tombée. Et là, on s'est rencontrés. Puis là, je l'approchais pour un stage d'été, dans le fond, pour faire le pont entre ma fin de bac puis mon début d'études supérieures. Puis à ce moment-là, elle m'a dit, là, j'y parle de comment je suis allumée par la recherche, puis comment j'aime ça. Puis elle m'a dit, mais pourquoi c'est pas ça que tu fais, si tu veux vraiment? Ouais. Puis là, j'étais comme, oui, parce que j'avais pas vraiment un intérêt tant que ça, sincèrement, là, bien sincèrement, pour tout ce qui était l'individuel, la relation d'aide. Ça me parlait moins, je mangeais de la recherche, là, je me levais, je m'en allais au labo, je passais mes journées là-bas, sauf pour aller à mes cours, puis je retournais, là, c'était ça, là. Fait que c'est ça, et c'est là que ça a commencé, en fait, que j'ai décidé de changer, et j'ai fait une maîtrise en neurosciences, avec Sonia Lupien à McGill, toujours. Puis après ça, à la fin de ma maîtrise, Sonia, elle est partie vers l'Université de Montréal. Donc, ça opérait bien, parce que là, ça faisait comme 5 ans que j'étais à la même université. Fait que je suis allée faire mon doctorat en sciences neuro, qui est l'équivalent de neurosciences, là. C'était le nom du programme à l'époque, à l'Université de Montréal. Puis c'est ça. Fait que j'ai travaillé... avec Sonia, d'abord à l'hôpital Douglas, puis ensuite à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et mes études doctorales portaient vraiment sur les effets du stress, dans le fond, les hormones de stress sur les souvenirs, donc les souvenirs négatifs. Fait que qu'est-ce qui arrive quand, par exemple, on est stressé, puis c'est quoi les effets sur la mémoire? Puis après ça, lorsqu'on rappelle un souvenir, lorsqu'on réactive ce souvenir-là et qu'on est stressé à nouveau, est-ce que le souvenir peut être modifié, modulé? Donc, c'était un peu ça l'idée. Chez des sujets, c'était vraiment des études expérimentales, donc, étudiants universitaires, tout le monde va bien. Puis on complétait tout le temps nos articles, en se disant, ça a donc bien d'implications, puis ça peut full être intéressant pour les gens, par exemple, qui sont aux prises avec un trouble de stress post-traumatique, etc. Mais j'avais à peu près ce que ça mangeait par les livres, là, mais autrement, j'avais pas vraiment une expérience. Je m'étais tout le temps dit, ça serait cool au postdoc d'aller pousser ça. Alors moi, dans ma tête, assez rapidement, pendant mes études supérieures, je me suis dit, moi, ce que je veux être prof, je veux mon labo, c'était ça. Là, fait que le postdoc, je l'avais derrière dans ma tête, puis je me disais, je veux éventuellement aller comme chercher une autre expertise, aller voir comme une autre façon de faire aussi les choses, etc. Puis j'ai été super chanceuse là, pendant mon parcours aux études supérieures, mais c'est le fun des fois de voir plusieurs trucs. Fait que voilà, donc vers la fin de mon doc, il fallait que je commence à penser au postdoc un petit peu d'avance. Fait que c'est là que j'ai commencé à regarder un peu où est-ce que j'avais envie d'aller. Et j'ai contacté Roger Pittman, qui est comme une personne très influente dans le domaine du trouble de stress post-traumatique, en tout cas dans
la neurobiologie, là, entourant cette pathologie-là. Et lui est à Boston, fait que ça a fonctionné, fait que je suis allée travailler avec lui. Puis il m'avait dit, tu sais, je suis comme en début de prendre ma retraite, là, donc je commence à ralentir les activités de recherche tranquillement pas vite, ce qu'il appelle ralentir, tout est relatif. Et il m'a mis en lien là-bas aussi avec d'autres chercheurs, puis fait que j'ai fait comme la première année plus avec Roger, puis après ça, ben j'ai été mise en contact avec un autre chercheur qui, lui, travaillait vraiment plus sur la peur, tout ce qui était apprentissage à peur, régulation de la peur avec des protocoles expérimentaux, avec de l'imagerie cérébrale aussi. Fait que ça, c'est des techniques que j'ai développées, mais que je n'avais pas avant. Puis on a travaillé avec des sujets, des participants plutôt en bonne santé physique, bonne santé mentale. Puis on a travaillé aussi avec des gens qui avaient des troubles anxieux puis des troubles de stress post-traumatique, avec ce genre de protocole-là pour essayer de comprendre un petit peu plus la neurobiologie derrière tout ça. Fait qu'avec Mohamed Milad, c'était mon mentor de postdoc principal. Fait que finalement, ce qui devait être 1 an de postdoc, parce que moi, dans ma tête, je m'étais dit, je pars 1 an, je reviens, tout va bien aller. Donc, j'avais dit ça à mon chum, je reviens dans 1 an. Ben, on va se voir, là, c'était à Boston, là, c'était pas à la fin du monde, mais tu sais, je m'étais dit, dans 1 an, je suis de retour. Et là, je me suis impliquée dans 175 affaires. Veux-tu participer dans ce projet-là? Ah oui, ça a l'air le fun. Puis là, tu sais, je me faisais plein d'amis, puis de recherche, là, tu sais. Et là, je m'étais mis en tentacule comme ça, mais en même temps, tu sais, il y a des avantages et il y a des désavantages. Ça fait que toutes tes affaires avancent, mais un petit peu plus lentement, tu sais. Fait que là, après 1 an, j'étais comme, je peux pas partir maintenant, tu sais. C'est comme si j'ai planté plein de graines, mais j'ai pas encore récolté rien, là. Fait que j'étais comme, non. Fait que là, je vais rester une autre année. Oh, pas de trouble. Fait que là, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai fait ça quelques fois. Fait que finalement, ça a été 4 ans de postdoc. Puis là, après ça, la dernière fois, à 3 ans, j'ai dit, je prendrais une autre année, mais là, après, je reviens, c'est vrai, là. Fait que voilà. Et après ça, ben, je suis revenue. Fait que 2016, je suis revenue à Montréal, fin 2016. Puis j'ai commencé au département de psychiatrie d'addictologie à l'Université de Montréal. Et comme prof sous octroi, en tout cas, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, là, mais en gros, dans le fond, c'est que j'étais avec le Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal comme chercheur et affiliée avec ce département-là à l'Université de Montréal. Et donc, j'ai été là pendant 2 ans. Puis après ça, ben là, ça m'a permis aussi de déployer mon labo et tout. Fait que mettre sur pied le lab, ce qui a été quand même beaucoup de travail au début. Et par la suite, ben 2018, il y a eu ce poste en neurosciences affectives ici, avec thématique neurosciences affectives, qui a ouvert à l'UQAM. Et là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, ça fit, là, si vous me prenez le mot. Là, c'était vraiment comme un match parfait. Alors... Je me suis lancée. Puis j'avais eu comme quelques expériences avant. Il y avait d'autres postes qui m'avaient intéressée. Ça n'avait pas fonctionné. Puis là, je me disais, je commençais à me questionner. Je me disais, peut-être que dans le fond, je vais rester là-bas, puis tout va bien. Puis bon. Et finalement, fait que je suis venue à l'entrevue en me disant, garde, vas-y, puis on verra, là, ça vienne que pourra, puis au pire, c'est pas la fin du monde, là, tu sais, t'es bien, puis t'as déjà, tu sais, un travail et tout. Puis finalement, j'ai rencontré des gens ici, tu sais, j'ai fait ma présentation, j'ai vraiment, puis tu sais, il y avait des étudiants aussi qui ont assisté, il y avait les membres du comité, puis il y avait d'autres profs aussi. Puis quand je suis sortie, là, après, je suis allée dîner avec les collègues de la section, les futurs, ils n'étaient pas mes collègues à l'époque, les futurs collègues. Puis je suis sortie de là, puis je me rappelle, j'avais appelé mon chum à ce moment-là, puis j'ai dit, OK, là, je le veux vraiment, là, là, fait que j'ai vraiment aimé l'ambiance, j'ai aimé le monde, puis tout ça. Fait que ça a bien tombé. Fait que ça a fonctionné. Fait que voilà. Puis là, depuis 2018, je suis ici. Je suis toujours au centre de recherche aussi, au CIUS de l'Est, dans le fond. Donc, même centre de recherche. Fait que mon labo est principalement là-bas parce qu'on a des locaux là. Mais là, on est en train de finir là, la construction de labo aussi à l'UQAM. Fait qu'on va vraiment avoir 2 sites là, pour pouvoir faire nos recherches. Ouais, fait qu'on a bien hâte. Fait que voilà. Wow, ouais. Quel parcours! Vraiment, c'était long, j'ai parlé beaucoup. Hein, non, mais c'est impressionnant comme parcours. Mais oui, donc, en fait, tu as mentionné que tu as un post-doctorat, puis on trouve ça super intéressant parce que c'est quand même assez rare d'avoir la chance d'en parler, d'avoir quelqu'un qui a complété ça. Donc, on aimerait ça un peu t'entendre parler de qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce qui peut amener un étudiant, dans le fond, à vouloir compléter un post-doctorat. C'est une bonne question. Bien, tu sais, moi, je l'ai d'un point de vue, tu sais, d'un œil recherche, c'est-à-dire que c'était ça mon background. Tu sais, j'ai pas fait de formation clinique, je suis pas psychologue. Alors, c'est sûr que, mais il y a plein de gens, hein, tu sais, que je connais ici, à l'UQAM même, qui étaient psy ou qui étaient neuropsy, qui sont allés faire des post-docs. Hein. Fait que c'est pas juste pour des gens qui veulent faire strictement de la recherche. Fait que le post-doc, dans le fond, c'est comme, OK, bon, t'as terminé ton doctorat, maintenant... t'as pas terminé de faire de la recherche, là, on s'entend, mais c'est vraiment d'aller approfondir des connaissances. Puis l'idée, c'est pas de, tu sais, parce que des fois, les gens me disent, ouais, mais je peux rester, mettons,
dans mon lab, un étudiant pourrait dire, ben regarde, je vais rester 1 an de plus, mais c'est pas l'équivalent de faire un postdoc, dans le sens que, ben quand tu restes dans mon labo, mettons que ça fait 4 ans que tu es dans mon labo ou 5 ans que tu es dans mon labo, ben à un moment donné, tu sais, je veux dire, tu connais la façon de faire, on a une façon de penser, puis c'est pas que, tu sais, on est rigide puis on fait juste une chose, mais veut pas, c'est influencé par l'équipe, les gens qui y sont, fait qu'on a une culture à l'intérieur d'un lab qui se forme, puis tu sais, qui va être modulée par qui va venir, qui va partir, c'est bien évident, mais il y a quand même cette base-là qui est assez solide. Fait que quand tu pars en postdoc, il y a comme, moi en tout cas, je le vois de différentes façons. La première, c'est que tu vas aller chercher une autre expertise. Fait que tu sais, tu vas pas faire un copier-coller de ce que tu viens de faire, parce que techniquement, ce que tu viens de faire pendant 4-5 ans, sans que ça soit toi l'expert au monde, tu commences à avoir une bonne connaissance et tu commences aussi à avoir des gens dans ce domaine-là sur qui tu peux aussi, à qui tu peux te référer, t'appuyer, valider des points, tu sais, que tu dis, OK, ça, c'est mon monde en expertise, mettons, plus stress. Fait que tu as développé au travers le temps, par les congrès, via les contacts de ton mentor, si ta mentor ou ton mentor a été pas pire pour te présenter et tout. Donc, l'idée, c'est pas d'aller faire la même affaire. L'idée, c'est d'aller chercher quelque chose de différent, idéalement, qui peut être complémentaire. Fait que, tu sais, des fois, c'est plus d'aller... Il y a des gens qui disent, OK, bien, je vais rester sur une thématique similaire, mais je vais aller chercher une technique. C'est une méthode d'analyse, une technique. Tu sais, mettons, moi, j'ai appris l'imagerie cérébrale, j'avais aucune idée comment en faire, j'avais aucune idée comment faire de la psychophysiologie. Tu sais, ça, je suis allée chercher en postdoc, mais j'avais déjà tout cet aspect de comment mesurer des hormones, puis à quel moment faut que tu le fasses, puis comment, puis pourquoi. Puis ça, je l'avais appris pendant mon doc, je le maîtrisais. Fait que retourner faire ça, ben... Mais j'aurais pu, par exemple, aller faire cet aspect hormone, mais dans une autre population complètement. Tu sais, fait que c'est là. Fait que, tu sais, moi, j'ai voulu aller chercher une technique, puis peut-être une population aussi. Fait que j'avais travaillé beaucoup, tu sais, plus expérimental. Tu sais, je faisais 18-35 ans en santé, là, tu sais, ce qu'on voit un peu typique dans la littérature. Puis là, je disais, ah oui, mais tu sais, on n'arrêtait pas de dire, il y a des implications cliniques, mais tu sais, on testait pas. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais aller chercher aussi une population clinique, puis voir, fait que là, je suis allée travailler un petit peu plus avec des gens, tu sais, par exemple, comme j'ai dit tantôt, troubles anxieux, troubles de stress post-traumatique, puis là, on ramène tout ça ensemble. Fait que là, t'es comme allé chercher, tu sais, une autre branche, finalement, fait que l'arbre, il est comme plus fort, et il y a des ponts à faire aussi entre ces branches-là. Fait que là, c'est ça que j'essaie de faire, parce que tu veux pas non plus revenir nécessairement avec la même expertise que ton mentor initial, parce que tu sais, c'est un peu un copier-coller, par exemple. C'est pas ça que tu veux. Fait que tu vas aller chercher autre chose. C'est un autre réseau de contacts aussi, parce que là, c'est des gens ailleurs. C'est une autre façon de faire la recherche, tu sais, même si, je veux dire, il y a des bases, là. Il faut un comité d'éthique, il y a quand même des bases, mais la façon de penser, la façon de superviser, la façon de travailler en équipe, la façon que le labo est monté. Fait que tout ça, c'est une autre culture. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas dans un autre pays pour un voyage, ben, tu apprends que, ici, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu le même principe, tu sais. Fait que c'était ça. Puis, au-delà, tu sais, mettons, de l'académique, je dirais que c'est quand même une expérience de vie, tu sais, parce que je veux dire, tu te sors complètement de chez toi. Tu te coupes un peu. Ben, pas tu te coupes parce que, je veux dire, ça devait être bien pire avant. Là. Maintenant, on a les réseaux sociaux, tu sais, je veux dire, on avait Zoom, etc. Là, fait que je pouvais... Mais quand même, oui, c'est ça. Mais tu sais, mettons, c'est ça, tu vas pas prendre le thé le vendredi soir avec tes amis. Mais tu te refais un cercle d'amis là-bas. Puis, pour vrai, je le regrette aucunement. Tu sais, genre, je le ferais pas là d'un matin, parce que là, je suis rendue vieille. Mais, ça demande de l'énergie. Mais, tu sais, remets-moi au même endroit, je le referais. Puis, tu sais, sur le coup, tu sais, il y a eu des moments là, que ça a été difficile. Là. Fait que, tu sais, je vous dis pas, genre, je suis partie, puis j'étais comme, ouais, tu sais, mais après, tu sais, je veux dire, OK, là, t'arrêtes de pleurer, Pas le choix. Tu t'en vas t'ouvrir un compte de banque, tu vas faire une épicerie, puis c'est parti, let's go, là. Fait que, mais c'était super le fun. Vraiment. Puis, en fait, est-ce que les critères d'admission sont similaires? Comment ça fonctionne au niveau de l'admission avec les doctorats? C'est ça, c'est super drôle, parce que moi, je me rappelle, mon père m'avait dit, mais t'as pas de diplôme, tu sais, d'un postdoc, parce qu'il était venu à ma remise de diplôme de mon bac, de ma maîtrise, de mon... T'es là, yo, diplôme de postdoc, c'est comme une petite nouvelle, t'en auras pas. Fait que, il y a pas de diplôme, il y a pas vraiment d'admission, comment, tu sais, fait que t'appliques vraiment avec un prof, finalement. C'est sûr qu'à l'intérieur, là, après, le prof, il regarde le CV, tu sais, un peu, on dirait que t'appliques un peu comme pour une job. C'est sûr qu'à l'intérieur de l'université, il y a tu sais, tu dois être inscrit comme étudiant en postdoctorat, il y a, tu sais, des frais, des fois, que tu peux avoir à débourser, là, tu sais, pour des assurances, des choses comme ça. Mais, tu sais, moi, j'avais pas, mettons, à payer mes frais de scolarité là-bas. Là. Tu sais, j'avais pas de cours à aller non plus. Je pouvais, si je voulais, m'inscrire à un cours, etc. Mais j'étais vraiment dans le lab
C'était ça, ma job. OK. Fait que c'est vraiment un statut, c'est une bonne question, c'est vraiment un statut entre, puis en tout cas, ça, c'est mon expérience, là, on pourrait en parler avec d'autres gens, ils l'ont peut-être vécu autrement, tu sais, j'imagine que les gens qui ont un petit peu de clinique aussi, ben là, ils peuvent avoir un double chapeau, mais tu sais, mettons, pour moi qui arrivais avec un background de recherche seul, je faisais de la recherche, fait que c'est comme un peu un pont, un entre-deux entre le statut d'étudiant gradué, parce que tu as encore quand même des cours, bien souvent. Puis tu as aussi, tu sais, la thèse à écrire, puis avec la thèse, ben, tu sais, dans certains domaines, par exemple, nous, en neuro, c'est fréquent que la thèse, ça va être une thèse par article. C'est pas le cas partout, mais, tu sais, pour nous, c'est très fréquent que ça va être des articles scientifiques. Fait que tu écris tes articles scientifiques, mais il faut quand même tailler un fil d'Ariane, etc., pour écrire toute la thèse ensuite. Alors qu'en postdoc, ben, tu sais, j'avais pas de thèse à écrire, mais j'ai fait des articles scientifiques, j'ai fait de la recherche, mais c'est vraiment, c'est ça, tu sais, je supervisais les étudiants, fait que c'était une belle préparation, mettons, à avoir mon labo ensuite. Énormément. Tu sais, genre, j'ai travaillé pour écrire des demandes de subvention, aider à écrire des demandes de subvention, monter un budget. J'ai aucune idée. J'étais comme... Tu sais, je savais bien qu'il fallait en monter un, mais tu sais, combien tu as le droit de demander, qu'est-ce que tu demandes, comment tu justifies ça et tout. Fait que c'est beaucoup du... tu sais, au-delà de développer des connaissances ben, techniques, théoriques sur le sujet, il y a beaucoup de connaissances sur le... comment je navigue mon labo, tu sais, comme chercheur, mettons. En tout cas, moi, ça m'a énormément servi, genre. C'est vrai qu'on y pense pas d'emblée, mais c'est vraiment des compétences utiles à acquérir. Puis, tu sais, on les apprend un petit peu sur le tas, là, dans le sens que, tu sais, il n'y a pas de cours. Voici la gestion de votre zéro, là. Fait que, tu sais, j'apprends à tous les jours sur la gestion de... Tu sais, c'est de la gestion de personnel, c'est la gestion... Puis c'est différent aussi, parce que les étudiants, c'est pas... Tu sais, c'est pas nécessairement du personnel de recherche. Des fois oui, des fois non. Ils ont un objectif. Toi, ta job comme mentor, c'est de les aider à atteindre leur objectif. En même temps, quand ils viennent dans le laboratoire, l'idée, c'est que ça bénéficie aussi le laboratoire. Fait que tu veux instaurer cette espèce d'esprit de famille, esprit d'équipe, mais en même temps, tu veux garder en tête les ambitions puis les objectifs de chacun qui ne sont pas les mêmes. Il y en a que c'est comme, pousse-moi le plus loin que je peux aller, par exemple, en recherche, puis il y en a que c'est comme, ben tu sais, moi, je vais faire la partie recherche, ça m'intéresse, etc., mais je vais faire ce qui est demandé parce que mon objectif n'est pas de poursuivre là. Puis ça, au début, ça a été vraiment confrontant, là, pour vrai, avec mes étudiants, parce que j'étais comme, ben voyons! C'est différent. Oui, fait que c'est ça. Donc ça, on n'a pas cette... formation-là, il faut l'apprendre, puis il faut, voilà, puis il faut se parler, puis c'est, tu sais, ouais. Génial. Puis dans le fond, maintenant, ce serait intéressant d'en prendre un petit peu plus sur tes intérêts de recherche. Mais avant, par curiosité, tantôt, tu as mentionné que, dans le fond, le poste sur lequel tu as appliqué ici à l'UQAM, il y avait une orientation plus affective. Ouais. Je me demandais si tu peux nous parler un petit peu plus de ça, parce que, dans le fond, neurosciences ou neuropsychologie affective, c'est rare qu'on entend parler de ça. Fait que juste la composante affective, ça consiste en quoi exactement? Oui, bien, je pense que c'est plus l'aspect, tu sais, tout ce qui est émotion, par exemple. Fait que, puis, tu sais, c'est là qu'aussi mes intérêts entrent en connexion. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de... Tu sais, mettons, au doc, je me suis intéressée aux effets du stress sur la mémoire, mais, tu sais, sur les souvenirs négatifs et sur les souvenirs neutres. Puis comment ça vient jouer, puis tu sais, nos souvenirs qui sont teintés par les émotions ne sont pas rappelés de la même façon, n'ont pas la même intensité bien souvent, tu sais, fait que les émotions vont venir agir sur la mémoire de façon assez imposante. Et ce qui se passe aussi, c'est que, si on pense à des souvenirs, par exemple, la mémoire est quand même au cœur du trouble de stress post-traumatique. C'est très complexe, puis il y a bien des choses, mais il reste que ces personnes-là ont vécu des événements extrêmement difficiles. C'est des événements à teneur potentiellement traumatiques. Et évidemment que ça a créé un souvenir qui fait que c'est très souffrant. Ça les empêche de fonctionner, paisiblement dans la vie de tous les jours, évidemment, là, fait que c'est difficile. Alors, c'est là, moi, que ça m'intéresse, c'est tout ce que, tu sais, qu'est-ce que les émotions viennent faire. La peur, tu sais, c'est une des thématiques au labo qu'on a beaucoup, fait que comment on apprend la peur, c'est bien beau, mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec ça, puis tu sais, comment tu apprends à réguler ta peur. Autant la peur, elle est essentielle, tu sais, tu as besoin d'avoir peur des fois pour te dire, non, je vais pas là, c'est dangereux, etc. Mais trop de peur, c'est que tu vas plus rien, puis pas assez de peur, tu vas te mettre dans le trouble. Fait que, et puis, tu sais, je donne souvent l'exemple de la pandémie, mais tu sais, ça a été facile d'apprendre à la grande majorité de la population à avoir peur. Là, bon, il y en avait tout le temps des récalcitrants, mais la grande majorité, quand on leur a dit c'est dangereux, restez chez vous, les gens ont écouté. Ce qui était bien plus difficile, c'était OK, là maintenant, genre, vous devez retourner travailler, vous devez retourner dans les transports en commun, vous devez. Là, les gens étaient oh, tu me dis que c'était dangereux, puis que là, il faut que je sorte. C'est là que ça devient intéressant. Fait comment on arrive à
justement, à diminuer cette part-là. Comment on arrive, puis, tu sais, moi, j'ai toute la perspective stress qui est tout le temps dans le derrière de ma tête. Fait que ça m'intéresse énormément parce que, tu sais, mettons, tout ce qui est régulation émotionnelle et tout, ben c'est bien beau. Ou, tu sais, des fois, on utilise des questionnaires pour savoir si les gens sont bons pour avoir une bonne régulation émotionnelle. Mais, tu sais, si je vous demande avec un questionnaire, probablement que vous êtes, tu sais, on sait quoi dire. Ben oui, moi, je fais vraiment ça, là, tout va bien, tu sais. Mais rajoute une petite dose de stress par-dessus ça, tu vas voir que la régulation émotionnelle, des fois. Puis, tu sais, là, si on la mesure autrement que par un questionnaire, si on la mesure par des actions, par des tâches cognitives, etc., là, on pogne un autre aspect, puis là, tu dis « Ah, OK, la relation n'est peut-être pas si évidente que ça. » Fait que, dans le fond, au labo, là, j'ai répondu un peu à la question de côté, mais au lab, ce à quoi on s'intéresse, l'acronyme du labo, c'est le STEAM, fait que c'est stress, trauma, émotion, anxiété, mémoire. Vous voyez que j'ai plusieurs... Puis on voulait rajouter un H pour hormones, mais là, ça rentrait plus. Mais bref, donc, c'est vraiment les grandes thématiques qui nous intéressent, mais c'est beaucoup les interactions entre ces thèmes-là. On a 2 grands axes de recherche. Fait qu'il y a un axe qui s'intéresse beaucoup aux interactions entre les hormones. Fait que hormones de stress et hormones sexuelles. Fait qu'on développe beaucoup sur les différences hommes-femmes, mais au-delà des différences hommes-femmes, on a un grand intérêt aussi pour tout ce qui est hormones sexuelles. OK. Fait qu'ils peuvent être modulés, par exemple, ben il y a des différences individuelles. Il y a des gens qui ont plus de testostérone que d'autres, par exemple, mais ça peut être aussi modulé par le cycle menstruel, tu sais. Fait que dans le début du cycle, tu n'as pas les mêmes niveaux d'hormones qu'en milieu de cycle, notamment, ou par la prise de pilule contraceptive, c'est un autre thème. Donc, lorsqu'on prend la pilule contraceptive, on prend des hormones synthétiques, mais elles viennent en fait diminuer notre production endogène, ce que notre corps fait naturellement d'hormones. Donc, on vient regarder un petit peu tout ça. Fait que comment le stress et les hormones sexuelles ensemble, comment cette dynamique-là vient influencer des processus cognitifs, dont la mémoire, dont la prise de décision, dont l'apprentissage et la régulation de la part. Fait que ça, c'est un des thèmes. Fait que là, on est beaucoup plus dans les mécanismes, tu sais. Fait que on s'intéresse aussi, on est en train de développer un projet, tu sais, plus sur plus sur les souvenirs positifs. Okay. Fait que c'est tout ça. Fait que là, on est beaucoup plus dans comment, dans le fond, nos hormones viennent moduler les processus cognitifs, les fonctions exécutives, etc. Fait que ça, c'est un axe. L'autre axe de recherche, c'est beaucoup plus d'examiner les facteurs, dans le fond, biologiques, psychologiques et environnementaux. Fait que environnementaux, tu sais, je dirais sociaux, familiaux, etc., qui viennent moduler la vulnérabilité des gens à développer des psychopathologies. Alors, et c'est un axe c'est un axe qui est focalisé beaucoup sur les enfants et les ados. Fait que on recrute, notamment, on a des projets sur la transmission intergénérationnelle. Fait que où est-ce qu'on a, par exemple, des mamans qui ont vécu des événements traumatiques, puis on recrute aussi leurs enfants pour voir qu'est-ce qui fait que certains enfants vont bien évoluer, puis qu'est-ce qui fait que certains enfants vont avoir un risque plus élevé, par exemple, de développer certains symptômes de psychopathologie sans nécessairement avoir un diagnostic. Puis un autre projet, là, que c'est plus sur l'anxiété, justement. Fait qu'on prend des jeunes qui sont sans diagnostic, mais on les suit. Fait que ces axes-là ont beaucoup des devis longitudinaux pour voir l'évolution à travers le temps. Puis on essaie de prendre les jeunes avant la puberté parce qu'on sait que la puberté, c'est quand même un moment où est-ce que les symptômes ont tendance, la prévalence augmente, en fait. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas avant, mais la prévalence augmente. Fait qu'on prend des mesures pré-puberté, puis on essaie de voir, justement, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut identifier qui seraient peut-être des précurseurs, qu'on a souvent vu comme des conséquences parce que la littérature a été beaucoup scindée en 2 groupes. T'sais, on prend un groupe, mettons, qui a une pathologie, donc ils ont le diagnostic, puis l'autre groupe qui ne l'a pas, puis on dit « Oh, ils sont différents sur X, Y, Z », mais on les avait pas avant, on le sait pas, ils étaient comment avant. Fait que là, on est beaucoup là-dedans, là, la poule ou l'œuf, puis qu'est-ce qui vient avant. Fait que ça, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup en essayant d'intégrer comme plusieurs facteurs. Fait que, tu sais, avec, bien sûr, en prenant en compte la puberté, les différences sexuelles et tout ça. Puis l'autre chose aussi peut-être mentionnée, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à ce continuum plutôt que, tu sais, oui, non, diagnostic, pas diagnostic. Tu sais, c'est comme, ça veut pas dire qu'il te manque un critère, que tu souffres pas, là. Fait qu'on essaie plus de regarder le continuum de symptômes, le continuum de manifestations, des choses de ce genre, finalement. Donc, voilà. Oui, bien, c'est super intéressant. Moi, en fait, j'aimerais savoir, pour les étudiants qui commencent, par exemple, leur parcours au baccalauréat puis qui n'ont pas encore des intérêts concrets envers différentes approches ou différents sujets, est-ce que tu as un conseil pour ces étudiants-là? Oui, c'est vrai. Hein? Il y a comme deux
type, je dirais. Fait que souvent, soit que les étudiants sont comme « tout m'intéresse ». Mm-hmm. Tu sais, genre, je m'intéresse à la psychologie. Je suis comme « OK, là, il va falloir... » Mais en même temps, il y a de quoi d'intéressant là-dedans parce que moi, je trouve ça le fun. Je trouve que des fois, on a tendance trop vite à se trouver une niche ou à, tu sais, une niche, je sais pas comme un chien, là, mais tu sais, à se trouver un champ de dire « OK, moi, c'est là-dedans que je veux travailler. Je veux travailler, par exemple, avec des enfants qui souffrent de blablabla ou je veux travailler sur telle théorie. » Tu sais, puis je suis comme « Ah, OK, ça se peut que tu aies vraiment... Wow, c'est super intéressant, mais il faut éviter de se mettre des œillères trop rapidement. » Fait que tu sais, tu peux dire « OK, ça, j'ai vraiment trippé. Ça, peut-être un petit peu moins, mais c'est pas parce que j'ai aimé complètement, là, je suis amoureux de théorie A que je peux pas regarder ailleurs. Vous comprenez? C'est important. Puis même, plus ça va, plus on spécialise. T'sais, mettons, au cycle supérieur, on va spécialiser un petit peu plus, etc. Même là, faut pas rester trop cerné sur un objectif ou une thématique parce qu'il y a tellement... D'un, ça tend beaucoup vers l'intersectorialité, l'interdisciplinarité. Fait qu'on veut de plus en plus, on peut apprendre des autres champs. Puis ça reste que je pense qu'en sciences, on est très curieux. Là, fait puis des fois, c'est les meilleures idées, en entendant des théories ailleurs. Ou puis là, tu dis, OK, comment je peux ramener ça? Fait que c'est important de se nourrir parce que sinon, si on devient comme ultra focus, on risque de tourner un petit peu en rond, puis de devenir un peu circulaire dans notre pensée parce qu'on écoute les mêmes personnes, on parle aux mêmes personnes. Fait que, à un moment donné, genre, oui, je suis bon, t'es bon, on s'aime, bon, on fait le tour. Là. Fait que voilà, donc je pense que c'est important de s'exposer. Puis de ça, là, c'est vraiment important. Fait que moi, je dis, tu sais, des fois, laissez-vous surprendre. Tu sais, des fois, on dit « Non, mais je vais faire ce cours-là, je suis pas sûre que ça m'intéresse. » Ben, au pire, tu ne seras pas intéressé comme plus, mais tu vas quand même apprendre quelque chose qui va te servir. Moi, il y a des affaires dans la vie que j'ai faites que, tu sais, c'était pas genre mon premier choix, mettons, mais que, j'ai quand même appris, tu sais, qu'est-ce que tu as retiré de ça? Aller à des conférences, des midi-conférences, lire des livres, tu sais, s'exposer à d'autres points de vue aussi. Fait que ça, moi, je trouve que c'est super important. Fait que je dirais que c'est en s'exposant qu'on apprend à savoir un peu qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis si on arrive avec une idée ultra préconçue, ben je dirais quand même exposez-vous parce que vous pourriez être surpris. Puis au pire, ça va juste confirmer votre choix, ce qui est fantastique. Puis au mieux, ça va peut-être vous amener complètement ailleurs dans un domaine où est-ce que vous allez finalement être plus heureux peut-être même, puis vous ne l'auriez même pas exploré si vous ne vous donniez pas la chance à la base. Définitivement. Dans le fond, on se demandait, un peu plus tôt, on a parlé de tes intérêts de recherche. On se demandait, dans le fond, si tu peux nous donner un peu des exemples des projets vraiment en cours concrètement, par exemple, tes étudiants, tes doctorants, sur quoi ils travaillent en ce moment? Oh boy! Peut-être si vous avez des projets en cours en ce moment où je les fais gens... des blagues. Il y a beaucoup de doctorants là. Juste des exemples généraux. Oui, parfait. On a ce projet qui porte justement sur la transmission intergénérationnelle de la vulnérabilité, donc à la psychopathologie. Fait que ça, c'est un projet justement où on sait que les enfants dont les parents souffrent d'un trouble de stress post-traumatique sont plus à risque de développer cette pathologie et d'autres, donc par exemple des symptômes internalisés comme de dépression ou anxiété. Mais quels sont les mécanismes? C'est pas juste génétique, puis c'est pas parce que notre parent, par exemple, a un trouble de stress post-traumatique que nécessairement on va en avoir un. Fait que c'est là qu'on est... qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là sont peut-être plus à risque? Puis qu'est-ce qui fait que certains jeunes sont protégés aussi? C'est pas juste de regarder la trajectoire qui nous mène vers, par exemple, la psychopathologie, mais qu'est-ce qui fait qu'on a un beau sous-groupe ici là, qui va très, très bien, et pourtant, l'environnement familial était similaire ou pas, en tout cas. Fait que c'est d'essayer de comprendre ça. Alors ça, c'est un projet en cours actuellement où est-ce qu'on recrute des diades mère-enfant. Puis, on les suit sur une période de 4 ans. Fait qu'on est en train de terminer le T1, mais il y a encore du recrutement en cours. Fait que ça, c'est un de nos projets. On a un autre projet qui porte sur l'anxiété. Donc, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Fait qu'on a des jeunes 8 à 12 ans qu'on suit à travers le temps, justement. Puis, à T1, ben, on regarde, par exemple, leur patron de réactivité au cortisol. Fait qu'on les stresse. On n'est pas fin, on les stresse. On fait des tâches cognitives. On regarde, par exemple, les biais attentionnels. On regarde des fonctions exécutives et tout. Puis on va suivre dans le temps certains de ces patrons-là, puis on va suivre aussi les symptômes parce qu'on peut avoir des symptômes sans avoir de pathologie. Là, fait que c'est un continuum, donc on va les suivre pour mieux comprendre. On a tout ce qui est interaction stress, hormones sexuelles. Donc, on a un projet qui est vraiment là-dessus. On essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on apprend la peur de façon plus intense et qu'on a plus de difficultés à la réguler. Donc, si on apprend la peur et qu'on est stressé en même temps, est-ce que ça fait que cette trace mnésique va être beaucoup plus forte et beaucoup plus résistante par la suite à apprendre une évidence contraire? Donc, par exemple, à apprendre que
X ne prédit plus la conséquence négative, par exemple. Donc, comment ça fonctionne avec le stress, puis comment ça fonctionne en fonction des différences sexuelles. Ça, c'est des protocoles de conditionnement et d'extinction que vous avez sûrement vu dans vos cours d'apprentissage, mais dans le fond, c'est le même principe. Puis, ce qu'on essaie de voir, c'est qu'il semble que les femmes aient des moments dans leur cycle menstruel où est-ce qu'elles seraient meilleures pour faire l'extinction de la peur. Ce qui peut quand même avoir, qui tendrait à avoir des implications potentielles en clinique. Et donc, c'est ce qu'on essaie de regarder en stressant les gens à différents moments, puis dans le protocole, puis en les prenant à différents moments de leur cycle menstruel. Fait que, on va avoir des hommes, on va avoir des femmes, par exemple, en début de cycle, on va avoir des femmes qui sont proches de leur ovulation, on va avoir des femmes qui prennent la pilule. Fait que ça, c'est quand même un beau casse-tête de recrutement, parce que là, il faut que tu y ailles avec l'agenda des menstruations, ce qui est quand même un défi, parce qu'on pense que tout le monde suit son cycle, mais c'est vraiment pas évident. Fait que nous, c'est un sujet très fréquent au laboratoire pour essayer de comprendre à quel moment la femme va ovuler à peu près. Là. Donc, mais on a des méthodes, là, on n'est pas dans le à peu près, mais c'est ça. Fait que voilà, donc il y a ça. On regarde aussi ces mêmes effets-là, donc stress et hormones sexuelles sur la prise de décision, notamment. Mon Dieu, quoi d'autre? On a 1000 projets. On a un projet sur la pilule contraceptive que, en fait, lui, ce qu'on tentait de faire, là, on a fini le recrutement, on est dans les analyses, mais justement, un peu comme je parlais tantôt, par rapport à tout ce qui est régulation, de la peur, mais aussi des tâches cognitives, il y avait comme des effets dans la littérature de la pilule contraceptive qui avaient été notés. Donc, lorsque les femmes, par exemple, prenaient la pilule contraceptive, la régulation de la peur n'était pas optimale dans ce genre de protocoles expérimentaux. Puis, c'est toujours en comparant des femmes qui prennent la pilule puis des femmes qui ne prennent pas la pilule. Et moi, j'arrivais d'un background de stress aussi. Fait que, en stress, ce qu'on sait, c'est qu'il y a souvent des effets lorsqu'on regarde l'effet aigu. Fait que je stresse quelqu'un, il y a un effet sur, par exemple, la cognition, sur la régulation émotionnelle, etc. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que si la personne a été stressée pendant des années, donc un stress chronique, les effets aussi sont là. Puis des fois, ça peut être différent, parce que on a bombardé le cerveau avec des hormones de stress pendant plusieurs années. Fait que ce que je me disais de la pilule contraceptive, on bombarde pas, mais il y a quand même, on prend pas ça pour une semaine d'habitude, à moins qu'on ait un méga effet secondaire, mais autrement, on prend ça pour des années. Fait que là, je me dis, c'est intéressant parce qu'on prend des hormones pendant des années, c'est des petites doses, mais tout de même, ce que ça fait, c'est que ça va inhiber, comme on disait tantôt, ça va vraiment diminuer la sécrétion endogène de nos propres hormones. Donc, qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir cette cyclicité que, techniquement, le cycle menstruel, à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, va apporter à la femme. Et donc, ces hormones-là, ils ont des effets dans le cerveau. Fait que l'idée ici, c'était de regarder s'il y a des effets durables au-delà de l'utilisation. Fait qu'une fois qu'on a arrêté d'utiliser la pilule contraceptive, est-ce qu'on ressemble à une femme qui ne l'a jamais utilisée ou on ressemble plus à une femme qui l'a déjà utilisée, finalement? Fait qu'on a recruté... puis là, c'était un beau défi parce que dans la littérature, souvent, c'est les femmes qui l'apprennent versus des femmes qui ne l'apprennent pas. Et dans le groupe qui ne l'apprennent pas, tu as des anciennes utilisatrices sûrement, puis tu as des utilisatrices, des jamais finalement, des femmes qui n'ont jamais rien pris de contraception hormonale, mais sont tout mélangées, fait qu'on n'arrive pas à isoler. Fait que là, on avait des femmes qui prenaient actuellement la pilule, des femmes qui ne l'avaient jamais pris, des femmes qui l'avaient pris mais qui l'avaient arrêté, puis on avait des hommes. Fait que, puis là, on a fait un gros protocole, on les a scannés aussi, fait qu'on a des données d'imagerie cérébrale, qu'on a analysé la partie structurelle, donc plus c'est comme l'épaisseur de certaines régions du cerveau, le volume de certaines régions. Puis là, on est en train d'analyser plus les activations. Donc, lorsqu'on leur donne une tâche à faire dans la machine d'imagerie cérébrale, on est capable de venir voir justement les régions qui s'activent davantage, donc soit en comparaison ou entre deux groupes, par exemple. Fait que ça, c'est un projet aussi qui est en cours. Ouais. C'est super intéressant, puis je pense que ça donne une super bonne idée aussi aux étudiantes. Puis j'imagine que sur votre site web, on peut avoir accès à tout. On a un nouveau site web! Super! Puis, en fait, je me demandais, pour les gens qui sont un peu plus attirés peut-être par le côté clinique, est-ce qu'il y a beaucoup d'implications cliniques à vos projets? On travaille pas que avec des populations cliniques. OK. Fait qu'on a des populations, il y a des études qui sont un petit peu plus mécanismes, qu'on essaie de comprendre comment, etc. Puis il y a des études, par exemple, où est-ce que je parlais, par exemple, des personnes qui avaient vécu des événements traumatiques avec leurs enfants. Fait que il y a une possibilité pour... Parfois, de travailler directement. Sinon, la plupart des projets, il y a une implication clinique à quelque part, qui est potentielle, mais c'est une recherche qui est un petit peu plus fondamentale.
comparativement à bien d'autres labos, où est-ce que l'application elle est directe ou encore qui travaillent directement avec certaines populations. C'est pas nécessairement le cas au laboratoire. Je dirais que la grande majorité des projets, c'est pas le cas. Fait qu'on est dans une recherche un peu plus fondamentale, mais ça dépend de quelles lunettes qu'on le regarde. Là. D'autres départements nous diraient qu'on est dans une recherche ultra clinique. Mais dans un département psycho, je pense que j'ai une recherche un petit peu plus fondamentale, complètement. Ouais. Parfait. Puis sinon, pour les étudiants qui partagent vos intérêts de recherche puis qui aimeraient peut-être avoir l'opportunité de travailler avec vous, dans le fond, quelles sont les opportunités au baccalauréat? Est-ce que c'est possible de se joindre à votre équipe ou sinon, qu'est-ce que vous suggérez aux étudiants pour en apprendre davantage sur votre volet, du moins de la neuropsychologie? Oui, bien, en fait, la neuropsychologie, il y a plusieurs laboratoires à l'UQAM. Fait qu'une fois par mois, il y a les activités, une fois par mois, il y a plein d'activités de NeuroCam, là, qui est le centre ici en neurosciences cognitives à l'UQAM. Mais une fois par mois, le dernier vendredi du mois, il y a toujours la conférence à 15h qui est sur une thématique de neuro. Fait que là, c'est une belle occasion de venir pour en apprendre davantage. Puis il y a aussi suivi comme d'une activité de réseautage, fait qu'on peut justement échanger, parler avec d'autres étudiants, les étudiants du bac, du doc, les profs. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment une bonne façon comme première exposition. Maintenant, fait que ça, c'est peut-être neuro plus large par rapport au labo. Oui, il y a des possibilités de s'impliquer. Fait que, évidemment, il y a les cours d'ateliers d'observation qui donnent, c'est une bonne façon de s'impliquer. Fait que là, ça dépend dans quelle section on fait notre atelier d'observation, bien évidemment. Il y a souvent aussi, on a plein de projets. Il y en a qui sont en cours plus d'analyse, mais il y a des projets qui sont en cours de rédaction. Et c'est sûr que les projets en cours de rédaction, analyse, là, on a peut-être moins besoin, mais on a des projets qui sont en cours de recrutement. Et là, souvent, on a besoin. Fait qu'il y a des offres d'emploi qui viennent et qui partent et qui viennent et qui partent. Donc, c'est ponctuel selon les besoins du labo. Les gens qui partent, qui partent pour les cycles supérieurs, par exemple, donc vont devoir être remplacés éventuellement. Donc, c'est ça. Fait qu'on met toujours nos offres d'emploi sur le site web et sur notre page Facebook. Okay. Il y a aussi la possibilité de faire des thèses de spécialisation. Donc, cette année, il y a 2 étudiants qui vont faire leur thèse de spécialisation au labo. Et l'autre façon, je dirais, donc, via les contrats, les ateliers d'observation, la thèse de spé. Puis, il y a aussi les stages d'été, quand même, qui sont vraiment intéressants. Fait que souvent, il y a les stages d'été, les bourses d'initiation à la recherche de premier cycle du CRSNG, qui est un conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada, mais qui peuvent octroyer des bourses. Donc, moi, j'ai une thématique de recherche. Certains volets de ma thématique de recherche peuvent s'inscrire là-dedans. Alors, on doit faire une demande. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas garanti de l'obtenir, mais j'ai supervisé plusieurs étudiants de premier cycle dans des stages de recherche l'été avec une bourse pour eux. Fait que c'est un win-win, là, je trouve. Et il y a aussi les stages d'initiation à la recherche de premier cycle des fonds de recherche en santé du Canada, fonds de recherche du Québec Santé, donc FRQS, qui en donne aussi. Donc, cet été, on avait une étudiante via ce mécanisme-là. Donc, ça, c'est vraiment à l'UQAM. J'ai supervisé aussi via des labos à l'Université de Montréal et tout, parce que je suis prof associée là-bas. Mais la grande majorité de mes étudiants viennent de l'UQAM. Et c'est ça, fait que il y a quand même différentes façons d'y arriver. Ouais. Puis, sachant que toutes ces expériences-là possibles, en fait, quelle expérience que vous valorisez le plus au moment, par exemple, des candidatures, de l'évaluation des candidatures pour le doctorat? Pour le doc? Oui. Ah, la question qui tue! C'est dur. Pour le doctorat, c'est différent que pour le bac, complètement. Là. Pour le doc, je dirais quand même l'expérience en recherche. OK. Ouais, moi, je pense que c'est comme ça peut faire une bonne différence, je pense, parce que, tu sais, le doc, c'est quand même costaud, là. Fait que, tu sais, il y a 2 profils. Ben, ça dépend aussi des profils et tout, mais souvent, ils doivent combiner les cours, les stages, la recherche. Mais peu importe, ils vont devoir combiner les cours et la recherche. Ça, peu importe le profil. Et souvent, à ça va s'ajouter un aspect clinique aussi. Puis, c'est de faire beaucoup de choses, de mener beaucoup de barques en même temps, là, des fois, ça peut devenir difficile. Fait que quand il y a déjà une expérience de recherche, je trouve que c'est un bateau qu'on arrive un peu déjà à naviguer. Fait que ça peut aider. Fait que ça, je pense que c'est, pour moi, un très bon indicateur. Mais c'est pas... Tu sais, j'ai pas encore trouvé c'est quoi le meilleur prédicteur de succès au cycle supérieur. D'ailleurs, je voulais faire une demande de subvention là-dessus, parce que je trouve ça quand même intéressant. Mais tu sais, ça, c'est important.
Puis j'essaie de voir, tu sais, c'est sûr que oui, il y a les notes, etc., qui sont regardées puis qui sont valorisées, mais je pense que, tu sais, ça va vraiment au-delà de ça. Puis, mettons, dans ma relativement courte expérience de supervision, je pense que des gens qui ont été capables aussi de faire plusieurs implications en même temps ont des profils très intéressants. Puis je parle pas, tu sais, oui, là, tu sais, il y a les implications qu'on voit un peu là, quand on pense au parcours un peu plus typique, mais tu sais, des gens des fois, qui ont eu des parcours atypiques, qui sont allés chercher autre chose ou qui ont eu le parcours linéaire, mais que tu vois qu'ils sont impliqués dans plein d'affaires et tout. Ça, on dirait que souvent, c'est un bon indicateur parce que ça veut dire qu'ils vont être capables de mener justement les différents aspects du doctorat, vont être capables de mener ça de front. Parce que autrement, tu sais, si tu fais une affaire, ben quand tu arrives au doc, la marche est vraiment difficile. Là. OK. Ouais. Parfait. Puis, je nous ramène un petit peu en arrière. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit un petit peu plus tôt. Donc, tu as dit que, par exemple, l'atelier d'observation, c'est une bonne façon, de s'initier, dans le fond, aux intérêts de recherche puis au laboratoire. Mais évidemment, ça varie beaucoup de section en section, puis de laboratoire en laboratoire. Donc, je me demandais, pour les étudiants intéressés, à quoi ça ressemble les tâches que vous confiez aux étudiants dans votre labo? Dans mon labo? Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'en effet, là, tu l'as bien mentionné, C'est ça ça, peut vraiment varier exactement. et tout. Dans mon labo, ben écoute, nous, en neuro, l'atelier d'observation a changé l'an dernier. Fait qu'avant, on n'avait pas nécessairement d'étudiants qui venaient dans les labos. C'était davantage un atelier d'observation qui était plus axé un petit peu plus sur la relation d'aide, des trucs du genre. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'aspects recherche. Fait que l'an dernier, ça a été nos premiers, nos cobayes. Fait qu'on avait si je ne me trompe pas, étudiants de l'atelier d'observation au labo. Donc, habituellement, ce que je fais, c'est que on va les pairer avec un étudiant gradué parce que ça facilite vraiment là, pour un peu pour le quotidien finalement. Et ben, on voit selon les étudiants gradués qui est à un stade où est-ce qu'un, il peut accueillir un étudiant de bac puis m'aider à comme un peu le co-superviser finalement. Fait qu'il va s'impliquer sur un des projets en cours d'un doctorant. Donc, le doctorant peut, par exemple, dire, OK, bon, ben aujourd'hui, on va faire, je sais pas moi, du recrutement, fait qu'il peut participer à ça, il peut participer à une collecte, peut aider le doctorant à faire, je sais pas moi, des analyses, tu sais, pas ultra compliquées, mais juste comme une initiation. Ça peut vraiment être varié. Il y en a qui ont travaillé à faire de la rédaction de textes vulgarisés, par exemple, pour le site web. Donc, OK, on prend une étude, puis on va faire une infographie sur les résultats. Fait que c'est vraiment, je dirais qu'ils ont probablement touché à différents aspects. Ça veut pas dire que tous les étudiants de l'atelier d'observation de mon labo ont touché à tous les aspects de la recherche, mais ça peut être très varié, par exemple, dans le genre de tâches. Ça peut être... à un moment donné, il y a de l'entrée de données à faire. C'est pas le truc le plus palpitant, mais on en a tous déjà fait, puis on va tous en avoir à en faire. Donc, à un moment donné, ça peut être ça. Mais c'est sûr que je ne prendrais pas, par exemple, un étudiant en atelier d'observation pour lui dire, OK, bon, ben toute ta session, tu vas rentrer des données. C'est un peu plate, là. Fait que, il va en faire, mais il va avoir autre chose. Fait que participation aux rencontres de labo, par exemple. Il peut, voilà. Fait que ça peut être des choses comme ça. OK. Puis, super. Puis, en fait, pour un étudiant qui, par exemple, a fait son atelier d'observation dans votre laboratoire, puis qui désire maintenant passer à la thèse de spécialisation. Puis, par exemple, ensuite, au doctorat, comment tu décrirais, en fait, ton style de direction pour... Faudrait demander à mes étudiants. Mes étudiants disent que je suis intense. Donc, intense, je n'aurai pas le choix de le dire, sinon ils vont dire que je ne dis pas la vérité, fait que je vais le dire. Je pense que je suis quand même intense. Je suis quelqu'un de passionné, là, puis fait que c'est ça. Fait que je veux, puis je valorise beaucoup, la persévérance, le travail. Fait que c'est vraiment au cœur de mes valeurs, le travail d'équipe, puis on s'aide, puis on est une famille. Fait que tu vois, genre, je suis un peu motivée, là. Donc, voilà, fait que c'est ça. Je pense que je mise beaucoup. On est une vraiment grosse équipe. Fait que ça vient avec des avantages et ça vient avec des désavantages. Fait que souvent, je dis, ben, tu sais, quand tu joins le lab, il faut prendre en compte que, tu sais, c'est comme quand tu rentres dans une famille. Quand tu nais dans une famille, souvent, ou tu es adopté peut-être, mais quand tu arrives dans une famille, tu sais, ça vient avec, ou dans une belle famille, mettons, tu sais. Fait que tu prends, puis il y a des bouts que tu aimes plus, puis il y a des bouts que tu aimes moins, puis c'est ça. Fait que c'est un peu le même principe. Donc, moi, je dis, ben, les avantages, c'est que tu as beaucoup de monde autour de toi, fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent t'aider, etc. Tu sais, quand on a commencé le labo, là, mes deux premières doctorantes terminent, là, ils viennent de soumettre leur thèse, mais tu sais, quand on a commencé le labo, c'était moi et les deux premières doctorantes. Fait que tu sais, c'était moi, Alex et Clémence. Fait
on faisait des rencontres à 3, j'étais tout le temps dans leur face. C'était comme, genre, on fait quoi aujourd'hui? Voici ce qu'on va faire. T'sais, j'ai fait beaucoup de, vraiment, là, accompagnement, etc. Puis là, ben c'est moins ça. Je le fais encore sur certains trucs. Des fois, je vais vraiment m'asseoir et dire, OK, on fait ça. Mais des fois, je suis comme, OK, ça, c'est plus le macro, la gestion macro un peu. Puis on délègue parce qu'ils ont bien été formés, je pense. En tout cas, du mieux que je peux, je les ai formés. Puis après ça, ben ils ont formé la génération d'après. Puis là, tu sais, c'est pas genre juste descendant, hein, parce que les nouveaux arrivent, puis ils savent des affaires, on est comme, ils nous montrent ça, puis on est comme, OK, cool. Fait qu'on apprend un de l'autre, mais l'avantage d'en avoir plusieurs, c'est que tout le monde peut s'aider. Ouais. Le désavantage qu'on peut dire, ben, c'est que moi, je m'attends justement à ce que si quelqu'un est comme, hey guys, j'ai besoin d'aide, ou ma collègue, nanana, qui peut venir m'aider, moi, je m'attends à ce que le monde soit, oui, je vais venir. Tu comprends? Si tu peux pas, là, mais ça se peut pas que tu puisses pas tout le temps. Tu sais, fait que c'est là que je suis un peu. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai l'air un peu intense, parce que comme oui, mais il faut mettre le labo de l'avant. On est tous là, un pour l'autre, tu sais, on est là-dedans ensemble. Alors, c'est ça. Maintenant, le style de direction, je pense que je suis pas tout le temps en arrière de l'autre à vérifier chaque virgule, mais... il y a un encadrement. Un encadrement. Fait que, on se rend compte, mettons, mes étudiants d'honneur, souvent, c'est comme j'ai dit tantôt, on va, de thèse de spécialisation, j'aurais dire, on va les pairer avec un étudiant de doc ou avec la coordo, par exemple. Ils vont travailler, au début de la session, on va avoir des rencontres un petit peu plus serrées, déterminer la thématique, OK, la liste de lecture, c'est quoi? On se refait une rencontre, qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'intéresse? OK, parfait. Fait que là, il va y avoir des échanges, etc. Parfait. On part avec ça. Là, tu sais, la prochaine fois, je veux que tu me présentes, par exemple, un plan. Mais c'est sûr que dans le quotidien, tu sais, ça se peut que la question ponctuelle, elle passe pas via moi, parce que ça va aller plus vite si tu parles avec l'étudiant gradué avec qui tu travailles, parce qu'il est assis à côté de toi, plutôt que de m'écrire un courriel, tu sais, si je suis pas nécessairement accessible direct. Mais si je suis là, ça me fait plaisir, tu sais. Fait que c'est ça un peu. Fait que je suis assez, fait qu'on se fait un échéancier, etc., des retours. Je suis quand même, tu sais, mettons, quand les gens m'envoient des trucs, tu sais, je vais faire des corrections. Je veux pas tout réécrire, mais on va faire plusieurs rondes. Fait que plutôt que de le réécrire, puis de dire, voilà, tu sais, puis je veux plus le revoir, mais t'as pas appris, là, tu sais. Fait que ce que je vais faire, c'est plus comme, OK, bon, ben ici, tu sais, tes deux idées sont intéressantes, mais il n'y a pas de lien. Fait que, tu sais, explique-moi comment tu passes de ça à ça. Tu sais, rajoute ta transition, elle est manquante, je la mettrai pas pour toi. Tu comprends? Puis là, à un moment donné, si je vois qu'elle vient pas après 2 fois, je vais peut-être te dire, tu sais, il y a tel chemin peut-être qu'on pourrait emprunter, qu'est-ce que t'en penses? Fait que, tu sais, je vais essayer souvent, puis des fois, je vais corriger une affaire directement, mais habituellement, je vais tenter de dire ça, c'est pas clair. Ou, tu sais, comme ici, je trouve que, tu sais, on étire trop, ou il n'y a pas de nuance, ou, tu sais. Fait que, pour que là, tu vas le relire, mais c'est sûr que ça va demander plus de travail que si je les réécris. Si je les réécris, tu vas dire, OK, il est fini. Mais dans les faits, il faut que ça vienne de l'étudiant. Fait que, mais on va faire beaucoup d'allers-retours comme ça. Genre. Fait que je pense que... Puis ça, je pense que des fois, c'est difficile quand les étudiants arrivent, parce que, tu sais, en plus qu'on a des étudiants ultra performants, bien souvent. Fait que là, les étudiants, vous leur demanderez, là, mais les premières demandes de bourse, ils étaient comme... c'était rouge partout. Puis ça, c'est pas clair, bouge ça, monte ça. Puis là, il était comme, mais là, tu sais, puis là, il m'envoyait. Puis, tu sais, la deuxième fois, voici ma version finale. J'ai non. Puis, tu sais, c'est pas pour être pas fin, mais je suis comme, non, mais elle peut être encore meilleure. Puis là, on le refait, puis on le refait. Mais en même temps, plus ça va, au début, c'est beaucoup d'aller-retour, puis plus ça va, moins il y a d'aller-retour, parce que, à un moment donné, oui, OK, ils apprennent, puis c'est super drôle, parce que les étudiants plus avancés qui forment les étudiants qui débutent, maintenant, ils voient tout ça, tu sais, ils sont comme, mais là, il manque une transition. Je suis comme, yes, ça a fonctionné, tu sais. Fait que voilà. Fait que je pense que pour revenir plus précisément à ta question, tu sais, je suis quand même intense, je suis exigeante, mais je pense que je suis quand même juste, par exemple. Puis, je suis beaucoup de la mentalité, tu sais, comme, on travaille fort, on s'amuse fort, tu sais, c'est ça. Fait que quand c'est le temps qu'on est, c'est le party de labo, ou, tu sais, comme, on déconne, c'est correct, puis à un moment donné, OK, on vient, puis là, on travaille, puis c'est let's go. Génial. Puis sinon, toujours pour les gens intéressés potentiellement à postuler avec toi au doctorat, on se demandait si tu as des exigences particulières pour ce qui est de l'admission. Par exemple, certains professeurs demandent à ce que les étudiants aient vraiment une idée précise de leur projet de recherche, qui arrive avec un plan quand même détaillé, alors que pour d'autres, c'est quelque chose qui se clarifie plus une fois, dans le fond, que le doctorat est commencé, en échange avec la direction. Donc, voilà, quelles sont tes attentes par rapport à ça? Je m'attends pas à ce que le projet soit complètement défini. Je m'attends à des intérêts, par exemple, parce que c'est comme on disait tantôt, je m'intéresse à la psychologie, comme, OK, là, il faut qu'on commence à pogner un entonnoir à quelque part. Donc, je m'attends à des intérêts. Il peut y avoir des idées de questions, mais, tu sais, je pense qu'il faut que ça soit...
ouvert à la discussion, à la modification, etc. Parce que, tu sais, des fois aussi, les gens arrivent avec un projet très précis, puis ils me disent, mettons, je veux faire, je sais pas moi, je veux prendre des gens qui ont tel truc, puis les mettre dans le scan, puis après ça, on va faire du cortisol, puis on va faire ci, puis on va faire ça. Mais tu sais, moi, je suis comme, il est malade, le projet, mais... C'est à ça que je pense, parce que, tu sais, mettre quelqu'un dans un IRM pour 1 heure, tu viens de brûler comme 600 bananes, là, tu sais, ça coûte cher. Fait que là, tu dis, OK, ça, plus les hormones, plus ci, plus ça, on n'a pas... Fait que des gros projets, il y a des projets qui sont moins coûteux que d'autres, mais des gros projets dans mon domaine où est-ce que, par exemple, tu sais, il y a de l'imagerie cérébrale, c'est quasi impossible à faire sans financement, tu sais, fait qu'il faut vraiment écrire une demande de sub, etc. Ce qui n'est pas impossible à faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on écrit une demande de subvention, souvent, ça ne sera pas au premier tour. On va devoir réappliquer, l'améliorer, etc. Fait que par le temps qu'on a les sous, tu sais, l'étudiant, il ne faut pas le pénaliser. Fait que ma job aussi, c'est de dire, puis tu sais, mes collègues, c'est la même chose, c'est de se dire, OK, est-ce que je suis capable d'offrir un environnement à l'étudiant où est-ce que son projet est réalisable dans les temps? C'est un doc, c'est pas une carrière, tu sais. Moi, que tu me dises que tu déménages dans mon labo pour 25 ans, c'est correct, on ira le chercher, mais tu sais, c'est un doctorat, puis il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes aussi, tu sais, par rapport à nos objectifs, etc. Donc, il faut que je me dise, OK, c'est-tu réaliste ou pas? Tu sais, fait que c'est là-dedans qu'il faut aussi réfléchir. Puis des fois aussi, c'est que c'est des expertises que j'ai pas du tout. Alors, dans ce moment-là, je dis souvent, tu sais, je vais le dire, je suis pas la meilleure personne pour t'aider parce que je t'amènerai pas aussi loin que tu peux aller si tu étais avec quelqu'un qui travaillait réellement, tu sais, comme dans ce domaine-là ou qui était un expert là-dedans, tu sais. Ou des fois, dans ce moment-là, il y a des co-supervisions qui peuvent être possibles aussi. Ouais. Puis, sachant qu'ici, ben, à l'UQAM, on a 3 profils. Est-ce qu'il y a un profil en particulier au doctorat que tu privilégies plus que les autres ou est-ce que tout le monde a des chances égales? C'est super drôle. Au début, c'est pas drôle. J'ai ça dans ma tête, mais au début, dans le fond, c'est ça. Moi, j'arrivais de mettre dans la recherche. Fait que là, je me disais, je vais prendre des profils doubles, j'ai des profils doubles, puis mais en fait, au début, je me disais, tu sais, je voudrais prendre des étudiants qui font juste recherche. Bon, dans un département de psycho, je pense que c'est peut-être pas logique. Puis il y a des réflexions super intéressantes aussi avec les gens qui arrivent avec les trucs de clinique. Là, tu sais, j'ai des étudiants qui vont en stage, en internat, on a des discussions. Je suis comme, OK, c'est cool, tu sais, ça vient nourrir la recherche. Fait que ça, c'est... Non. Donc, voilà. Puis là, après ça, je m'étais dit, non, je vais prendre des étudiants, tu sais, profil double, blablabla, ou recherche, ils veulent le faire. Là, j'ai une étudiante en recherche qui vient de soumettre. Puis j'en ai une autre là, qui rentre à l'automne en recherche. Donc, il y a ce profil-là. J'ai beaucoup d'étudiants en profil double, la grande majorité. Puis j'ai une étudiante actuellement au profil clinique, mais elle arrivait d'un PhD neuro. Fait que c'est comme... Elle avait comme une expérience de recherche assez importante, on va se le dire. Donc, c'est un psydé différent, disons. Alors, la grande majorité de mes étudiants ont un profil double. C'est arrivé comme ça. Pour être... Au début, peut-être pas. Au début, moi, j'encourageais beaucoup. Ah ouais, t'es sûr, tu vas faire un DPSY? Pourquoi tu vas faire un double? Et là, je me dis que, sincèrement, je pense que t'es mieux d'avoir un étudiant qui est super motivé dans ce qu'il fait. Puis si c'est un DPSY, puis il dit, garde, j'ai un intérêt recherche, mais c'est pas tant ma tasse de thé, mais je suis prêt à faire les efforts, à faire un beau projet de recherche, etc. J'aime mieux un beau projet de recherche qui se fait dans les temps, on termine, la personne est heureuse, moi aussi, puis tu sais, ça libère la place aussi pour d'autres personnes, que d'essayer de te battre contre quelque chose qui t'intéresse pas. Tu sais, si là, la recherche, tu sais, tu dis, OK, oui, je le fais, mais je sais que je veux pas faire de la recherche après, je sais que je vais être en clinique, je sais, tu sais. Là, après ça, tu te dis, pourquoi finalement, tu sais, essayer de pousser, parce que ce que je réalise, c'est que, tu sais, c'est long, un doc, là. Fait qu'il faut que tu aimes ça, il faut que tu sois là. Il faut que tu te lèves le matin, puis tu y penses, puis tu t'en vas te coucher, puis tu es comme, ouais, c'est donc bien intéressant. Puis il y a des moments que tu ne trouveras pas ça intéressant. C'est ça l'affaire, c'est que, on se dit, mais je suis passionné, donc ça va passer comme ça. Ouais, t'as peu, c'est que tu es passionné, oui, puis c'est fantastique. Il faut triper dès le départ, ça, c'est clair. Par contre, il y a des moments que, tu sais, c'est comme, mes données, ça fonctionne pas. Ou, tu sais, écoute, des histoires que j'ai entendues, des gens, tu sais, qui ont perdu leurs échantillons. Je fais un aparté, là, mais il y avait une étudiante avant moi, là, dans les cohortes avant moi, dans le labo où est-ce que j'ai fait mon doc, qui avait shippé ses échantillons. Dans le temps, il analysait en Allemagne. Puis c'était envoyé là, sur glace, etc. Là, c'est pour que ça reste froid, puis tout ça. Puis je sais pas trop, là, le mémo s'est pas rendu, je sais pas trop. Ils ont laissé ça dehors, un jour férié, bref. Oh non. Tu sais, c'est des échantillons sanguins pris. Je veux dire, c'est le coup d'une infirmière. C'est les gens qui venaient au laboratoire à 6 h le matin. Fait que là, t'es comme, OK, on repart. Tu sais, c'est pas tout le temps des histoires de problèmes. Là, tu dis, OK, mon étude vient de
tombé, là, mais solide. Fait que, tu sais, il faut du monde que, OK, c'est pas grave, puis j'y retourne, puis il y a des moments que ça te tente pas, là, puis il faut que tu te donnes un petit peu un coup de pied aux fesses. Fait que c'est un peu ce principe-là. Puis on l'a vécu à moindre échelle, mais tout de même, tu sais, la pandémie, ça a été difficile parce que nous, dans le fond, quand la pandémie est arrivée, le labo était vraiment jeune. Fait qu'il y avait pas, on n'était pas assis sur des bases de données que je pouvais dire, ah, ben, gars, il y a une base de données, essaie de repartir, fais-toi une question, fais-toi, tu sais, non. Donc, on a fait un projet de recherche avec la pandémie justement pour être capable d'avoir, de fournir des données. Puis finalement, c'est des super projets intéressants parce que c'était une belle expérience. Ben, belle, je sais pas, mais c'était une expérience stressante qui nous en a beaucoup appris sur la nature humaine. Alors, c'est ça, fait qu'il faut des gens qui sont capables de rebondir puis de dire, OK, mais j'aime assez la recherche pour continuer. Fait que pour répondre à ta question, mon Dieu, je fais des réponses longues. Pour répondre à ta question, je dirais que je pense qu'il faut suivre un peu les intérêts. Par contre, il y a des fois que les besoins au labo, tu sais, c'est un peu ça, là. Fait que c'est un peu un jeu de... Coïncidence oui, c'est ça. Il y a quand même une partie, pas de d'hasard, mais en tout cas, comment que ça s'aligne, tu sais, qu'on n'a pas un parfait contrôle. Fait que voilà. Parfait. Bien, merci beaucoup pour ces réponses détaillées. Ouais, c'est vraiment super intéressant. Merci à vous de Puis, l'invitation. dans le fond, on n'a pas terminé tout de suite. On avait... Vous m'avez dit qu'il y avait un jeu, mais vous m'avez pas dit c'était quoi. Mais même avant le jeu, on aimerait chose. aborder, dans le fond... Rapidement. Oui, rapidement. Un petit survol, parce que tu es également directrice des programmes de premier cycle en psychologie ici à l'UQAM. Donc, on se demandait si tu peux nous parler un petit peu plus de, dans le fond, tes responsabilités dans le cadre de ce rôle-là. Puis, peut-être, à quel moment les étudiants vont entrer en contact avec toi dans le cadre de tes fonctions. Ben oui, donc ça fait 1 an, en fait, que j'ai accepté initialement l'intérim, puis à l'automne, ça s'est confirmé, ce défi-là. Donc, j'avais été directrice adjointe quelques mois avant, et la directrice du programme, à l'époque, était Nathalie Houlfort. Elle a été nommée vice-doyenne aux études. Donc, voilà. Alors, le poste était vacant. Et voilà, donc comme directrice de programme, c'est plein de responsabilités, mais c'est beaucoup aussi, tu sais, fait qu'il y a des affaires plus administratives, là, tu sais, par exemple, fait que, animer les comités de programme, tu sais, donc c'est sûr qu'il y a de la communication avec les étudiants qui sont sur le comité de programme. Il y a le directeur adjoint aussi, Pierre-Luc de Chantal, avec qui je travaille de concert. Il y a notre super agée Isabelle Pelletier. Maintenant, Mariam est également là quelques jours semaine pour donner un coup de main à Isabelle. Donc, c'est sûr que le point d'entrée pour la communication, tu sais, tout ce qui est les dossiers, les substitutions de cours, etc., même si, par exemple, les équivalences, c'est Pierre-Luc qui les évalue, tout ce qui est les échanges chez Pierre-Luc aussi, qui regarde les dossiers comme directeur adjoint, ça fait partie de ses tâches. Moi, tu sais, c'est comme la commande de cours, est-ce qu'on accepte? C'est beaucoup, tu sais, des cas exceptionnels, mais à grosseur du bac, on a beaucoup de cas exceptionnels. Mais la porte d'entrée, c'est vraiment via Bac Psycho, fait que c'est Isabelle ou Mariam qui répondent. Donc, voilà, fait qu'Isabelle va me réécrire, me dire, tel truc, et là, on trouve des solutions. Donc, c'est de s'assurer, par exemple, que les commandes de cours soient faites, comment on fait pour offrir nos cours à une bonne fréquence. Est-ce que nos cours, ça fonctionne? Est-ce qu'on a assez d'inscriptions? Là, présentement, on cherche des chargés de cours pour certains cours. Des fois, c'est de rencontrer des étudiants qui, je sais pas, qui veulent une rencontre pour me parler de situations potentiellement problématiques. Ça peut être aussi des belles expériences. Ça peut être pour des fois, c'est des étudiants aussi qui arrivent de l'étranger, qui ont des questions sur le programme, etc. On participe aux portes ouvertes aussi, où est-ce qu'on va parler du programme pour les gens qui sont en train de faire leur choix. Donc, ça peut être des étudiants du cégep, mais des fois aussi, c'est des gens qui font des retours aux études. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'essaie de... là, on a une bonne implication aussi avec le projet Réussite 360, donc de mettre de l'avant des actions justement pour favoriser l'engagement, favoriser le sentiment d'appartenance. Donc, on a parti les Midi Recherche depuis janvier dernier. Ça va se poursuivre cet automne aussi. On va mettre sur pied des ateliers. Fait que j'ai communiqué beaucoup avec le BIRE, le service de la vie étudiante. Fait que des ateliers, plus sur, mettons, anxiété, les ateliers sur l'organisation, des choses comme ça. On est en lien aussi avec, tout ce qui est monitorat, le CAREN, le CARF. Fait que c'est tous des services ici au sein du département qui sont très, très prisés par les étudiants du premier cycle. Donc, on essaie justement de s'assurer que ça réponde bien aux besoins. Fait que c'est vraiment d'essayer que, je dirais que le bac soit
le plus adéquat possible, que la formation soit idéale, que les étudiants soient bien aussi à l'UQAM, qu'on garde nos étudiants, puis que de s'assurer qu'on a aussi, au-delà de l'offre académique, tu sais, autour, je pense que c'est important que, tu sais, de favoriser, par exemple, la connaissance de d'autres options que le doctorat. Tu sais, ça, c'est vraiment une mission que je veux me donner. Fait que je voulais mettre de l'avant la recherche, mais je veux aussi mettre de l'avant que il y a d'autres choses qu'on peut faire avec un bac en psycho. C'est pas vrai qu'on fait rien avec un bac en psychologie. Fait que ça aussi, il y a des trucs qui s'en viennent. On avait fait un midi l'an dernier d'information, mais on va en faire plus. Donc, tout ça s'en vient. Puis, on aura aussi une activité d'intégration là, en septembre. Je sais pas quand est-ce que ça sera diffusé, mais bref, il y aura il y aura eu à ce moment-là une activité, oui, d'intégration pour les nouveaux, en fait, étudiants admis au premier cycle en psycho ici, pour leur faire connaître un peu plus, justement, les différents services. Des fois, on les connaît tard dans le programme. Écoute, même moi, là, comme directrice, j'ai connu des affaires cet été, j'étais comme, ben voyons, je connaissais le service, mais je connaissais pas toute l'offre de service, et j'étais complètement étonnée, j'étais ébahie, mais je savais pas ça. Et là, je suis bien motivée, parce que là, comme directrice aussi, je donne le cours d'intro, notre premier cours. Donc, j'ai bien hâte de partager ces informations-là. Fait que l'objectif, ça va être d'en déployer via le cours d'intro, mais aussi de le déployer pour que les étudiants de 2e, 3e, 4e année soient au fait de ces services qui sont super pertinents pour les étudiants à l'UQAM. Ouais. Super. Puis c'est ça, on voudrait continuer en te demandant en fait un petit conseil. Sachant que tu étudies entre autres l'effet du stress sur la mémoire, est-ce que tu aurais un conseil dans le contexte académique pour les étudiants, dans le fond, pour les aider à gérer ce stress-là qui vient avec les études au baccalauréat? Oui, bien, il y a deux aspects. Tu sais, l'aspect mémoire, c'est sûr que si vous avez tout étudié à la dernière minute, l'effet du stress sur la mémoire va vous coûter beaucoup plus cher que si vous avez étudié à l'avance, répété le matériel, etc., dans le fond, parce que autrement, si le matériel n'est pas bien consolidé en mémoire à long terme et tout, disons que le stress va avoir un effet assez... majeur. Oui, assez bombe. Alors, voilà. Donc, ça serait la première chose, de ne pas se prendre à la dernière minute. Plus il y a des stratégies quand même d'études pour favoriser la mémorisation, donc de répéter les informations, de commencer tôt, parce que, ben, en fait, de commencer tôt, ça fait qu'on va avoir le temps de répéter, ça va favoriser la consolidation. Ça fait aussi qu'on va pouvoir faire des liens avec le cours suivant. Puis là, plus l'information elle est liée, plus la trace mnésique va être forte. Donc, il y a quand même des façons, justement, que cette trace-là soit plus forte, et donc le stress déjà est un petit peu moins un impact important. Donc ça, c'est le côté des stratégies d'apprentissage. Il y a plein de choses à faire. Puis d'ailleurs, là, je le dis, mais le BIRE a des capsules sur la prise de notes. On en parlait, on avait une rencontre juste avant, mais sur la prise de notes, sur les lectures, comment le faire efficacement. Donc, moi, je le conseille fortement. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, le stress, le stress qui est au cœur de nos périodes d'examen, pas juste ça, mais entre autres. Fait que je pense que, dans le fond, si je vous fais mon mini crash course du stress, il y a 4 caractéristiques qui vont déclencher une réponse de stress. Le fait de ne pas avoir le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté ou la menace à l'ego. Une seule caractéristique est suffisante. Plus on a de caractéristiques ou plus on perçoit de caractéristiques, plus on va être stressé, donc plus il va y avoir de production d'hormones, plus notre impression subjective aussi. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que ces petites hormones-là, quand elles sont libérées, le cortisol principalement, va remonter au cerveau, puis va avoir des effets sur les régions, notamment l'hippocampe, qui on sait est super importante pour la mémoire, sur l'amygdale, qui est importante pour les émotions, et le lobe frontal, qui est important pour plein d'affaires, à peu près pour tout, en fait, mais fonctions exécutives, prise de décision, régulation émotionnelle, etc. Et donc, c'est sûr que le stress peut avoir des effets sur ça. Puis là, ici, on parle beaucoup de mémoire. Fait que clairement, avec les examens, des fois, ça va venir jouer. Fait que je pense que si on a une bonne compréhension des phénomènes, on est moins sur un aspect qui est purement mnésique, qui est purement... ça se peut que tu te rappelles pas du nom de la personne parce que là, tu as un petit blanc de mémoire lié au stress, mais une compréhension...
t'arrêtes pas de comprendre parce que t'es stressé. Vous me suivez, tu sais? Oui. Fait que, par exemple, tu le sais qu'il faut que tu arrêtes la lumière rouge. Ça, c'est quelque chose que tu as acquis. Fait que c'est parce que tu comprends que c'est comment que ça marche. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la première affaire. L'autre, c'est de reconnaître. Donc, pourquoi je suis stressée? Fait que, tu sais, OK, est-ce que j'ai pas le contrôle? Bon, pourquoi j'ai pas le contrôle? C'est sûr que si j'ai étudié à la dernière minute, ça se peut que j'ai pas ça. Ah, mais non, tu sais, j'ai le contrôle, j'ai pris mes notes, j'ai tout fait mes affaires. Fait que c'est aussi, tu sais, d'analyser la situation. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit moins nouveau? Tu sais, ben au Karen, par exemple, ils ont des groupes d'études, puis je sais qu'ils ont comme des exemples de questions. Hey, je pourrais peut-être aller tester une couple de questions, puis regarder, ça va me donner une idée de mon niveau de compréhension. Tu sais, diminuer l'imprévisibilité aussi, parce que des fois, tu dis, ah non, mais je comprends, je maîtrise la matière. Tu arrives à l'examen, puis tu es comme, je comprenais tout, mais la façon que les questions étaient posées, tu sais. Ben là, si tu vas voir des exemples de questions, tu sais, qui ont été préparés par les profs, par les étudiants qui l'ont déjà fait, etc., tu te dis, OK, là, je vois c'est quoi la façon de formuler les questions, etc. Donc, je diminue mon imprévisibilité, je gagne du contrôle. Tu sais, fait qu'il y a quand même des façons d'y arriver. Après ça, avoir un examen et dormir, pas sur la table, là, mais tu sais, mettons, la veille de l'examen, couchez-vous, faites dodo. C'est super important, tu sais, d'étudier jusqu'à 4 puis se lever à 5h30, je suis comme... fait que ça, c'est la première affaire. Deuxièmement, tu sais, de garder une bonne hygiène de vie. Il y a quand même plein de trucs, là, tu sais, fait qu'on le sait que l'exercice physique est favorable. Faites pas un méga workout le matin avant de venir, tu sais, si vous bougez jamais, puis que là, tu dis, ah ouais, je vais partir de genre, je sais pas, Pointe-aux-Trembles, puis je vais venir en vélo. Mais là, ça se peut que tu arrives, puis tu sois complètement, genre, épuisé. Fait que là, il y a peut-être une petite dose, mais tu sais, de dire, écoute, je vais débarquer une station de métro avant ce que je fais d'habitude, pas s'il pleut à boire debout, mais autrement, tu sais, marcher un petit peu, ça va me faire du bien d'évacuer un peu le trop-plein de stress. Pour justement prendre le temps, tu sais, de la respiration diaphragmatique, ça fonctionne aussi. Fait que ça, on peut le faire même dans l'examen, tu sais, quand c'est trop intense. Je dirais de faire attention aussi à, tu sais, pas trop se... tu sais, le soutien social, c'est vraiment bon, tu sais, de s'entraider, mais en même temps, il faut faire attention parce que si notre soutien social est rempli de gens qui sont ultra anxieux, ça peut devenir aussi un petit peu, tu sais, une certaine contamination complètement. Fait que, tu sais, de voir, OK, qu'est-ce qui me fait du bien, moi, avant? C'est-tu d'être dans ma bulle, par exemple, puis, tu sais, d'écouter de la musique? C'est-tu de déconner un peu, rire? Le rire, ça peut aider. Tu sais, fait que c'est de voir un peu dans quel moment je suis, tu sais, à mon mieux. Puis, voilà. Puis aussi de... Tu sais, des fois, ça se peut que ça arrive un examen que ça l'a pas fait. Tu sais, ça va faire partie de la vie. Je pense que c'est beaucoup aussi à partir de là, c'est quoi les leçons que je peux tirer de ça? Tu sais, plutôt que de dire, ah non, tu sais, ça veut dire que le prochain aussi, ça va mal aller, puis que là, tu sais, ça devient une espèce de servicieux. Fait OK, là, tu sais, c'est quoi? Je me suis vraiment pris en retard pour étudier. Ou les lectures complémentaires, je les ai botchées, mais j'aurais dû les faire. Tu sais, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, puis faire différemment? Fait qu'il y a tout le temps comme dans ces trucs-là, il y a toujours des apprentissages à faire. Puis on se relève les manches, puis on continue. Tu sais, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Fait qu'on court le marathon, même si on faut attacher notre soulier. Ça veut pas dire qu'on finira pas le marathon. C'est long. Tu sais, sur un 100 mètres, si t'attaches ton soulier, ça se peut que, oui, tu le finisses pas. Mais sur un marathon, tu vas le finir pareil, là. Parfait. Puis dans le fond, juste avant de passer au jeu, on aurait une petite dernière question. On peut passer quand même rapidement, mais on se demandait, on aime, dans le fond, alimenter la curiosité des étudiants. Donc, est-ce que tu aurais une suggestion de lecture pour les étudiants, dans le fond? Vite comme ça, sinon on peut... Un livre. Ouais. Un livre? Oui. Qui t'a marqué ou que tu conseilles? Je sais pas, un livre, mais je pourrais vous donner une coupe de papier, par exemple. Des articles que, tu sais, j'ai lus, mettons, puis qui ont fait « Ah, wow! » C'est des articles un peu plus théoriques, par exemple, ou des perspectives. Oui, il y en a quelques-uns que tu sais, en tout cas, qui ont été influents pour moi, là, vraiment, ou de la façon de voir les choses et tout. Fait que, ouais, je pourrais vous les partager. Allez-vous comme les... Oui, ben on va les mettre dans la barre d'infos, ça peut être super intéressant. Complètement. Ouais. Parfait, génial, on va faire ça. Je pense que c'est le moment de passer au petit jeu. Fait que, en fait, on te l'a pas expliqué plus tôt, mais c'est un concept ceci ou cela. Donc, en fait, on va donner 2 énoncés qui sont un peu opposés. Puis l'idée, c'est d'avoir ta réponse spontanée. Donc, lequel des 2 te représente le mieux. Puis c'est vraiment... Voyez-vous ma réponse de stress? Mais c'est vraiment dans le cadre... En toute simplicité. C'est pour sortir un peu du cadre académique. Oui, de manière spontanée. Des choses très simples. Genre, je suis plus spaghetti ou macaroni. Exactement. Ben, vas-y avec la première. Ben, la première question, vin rouge ou vin blanc? J'aurais dit bulle. Mais je veux dire rouge. Rouge. Étudier au Québec ou à l'étranger? Pour toute ma vie?
Ouais, dans ce que général. tu as vécu, Pour peut-être. vrai, au Québec, je dirais Québec parce qu'on est quand même... Ben, je veux pas, en même temps, j'ai tellement eu une belle expérience, mais tu sais, Mhm. en même temps, je peux élaborer? Là, je sais que c'est Mais oui. rapid fire, là, mais je vais le dire pareil, parce que, tu sais, au Québec, on est quand même chanceux. On a des super profs avec des expertises incroyables qui sont ici. Puis, tu sais, je sais que c'est pas gratuit, l'éducation, comparativement à d'autres pays, j'en suis bien consciente, mais on a quand même ça à un prix, tu sais... Abordable. oui, complètement. Mhm, C'est-à-dire que, tu sais, on peut... accessible. Oui, puis il y a quand même des programmes qu'on peut avoir des prêts bourses. Je vous dis pas que c'est l'idéal, mais tu sais, quand j'étais aux États, mettons, pour mon postdoc, comme j'ai dit, moi, j'avais pas de préscolarisé, hein, mais tu sais, j'avais des collègues que je voyais, puis j'étais, oh mon Dieu Seigneur, tu sais, c'est incroyable l'argent. Puis tu sais, quand tu viens d'une famille de 7, là, d'aller à l'université, on prend ça un peu pour acquis ici, là, tu sais, que si je veux, on n'est pas obligé, là, mais si je veux, je vais pouvoir y aller. C'est pas même partout. Fait que ça, je trouve qu'on est extrêmement chanceux d'être dans un endroit où est-ce qu'on peut étudier. En tout cas, je relativise, là, je sais que c'est pas parfait, mais qu'on a accès à ça. Puis, tu sais, je pense aussi, comme femme, il faut se rappeler que, tu sais, il y a bien des endroits nécessairement qu'il n'y avait pas nécessairement ou qu'on n'y a pas encore accès à l'éducation. Fait que j'en dois beaucoup, là. Moi, j'ai eu la majorité de mon éducation est au Québec, puis j'en suis très reconnaissante. Fait que ça serait un peu de renier ma patrie de dire autre chose. Fait que je vais dire Québec, Super. Puis spontanéité ou organisation? Oh! Difficile. Spontanéité organisée? Non, c'est pas... au travail ou dans la vie? Dans la vie. Je vais dire spontanéité. Et ça, moi, j'essaie d'y travailler. Mon Dieu me dirait que c'est fou. Non, non, mais j'essaie d'y travailler beaucoup. Tu sais, comme là, je pars en vacances dans 2 jours, j'ai aucune idée de ce que je fais. Oh, Spontanéité. wow. OK, Ouais. quand même. Ouais. Très spontané. Mais au travail, je dirais organisation. Ouais. Sucré ou salé? Ouh, salé. Dans le cadre de la recherche, lire ou écrire? Je sais pas. Lire, je pense. Oh, Lire. Je sais pas. pas facile. J'aime bien écrire. J'aimais pas écrire avant. OK. Ça s'est Ça développé. s'est développé. Oui, ça s'est développé, ça a changé. Oui. OK, donc on garde écrire. Oui, je pense que oui. Écrire, parfait. Ouais. Préfères-tu donner une conférence ou assister à une conférence? Donner. Donner, OK. Parce Couche-tard que sinon, ou... je pars dans l'une. Couche-tard ou lève-tôt? Lève-tôt. Lève-tôt. Étudier en anglais ou en français? Français. Français. Cuisiner ou aller au restaurant? Oh! J'aime bien les petits restos. Mais des fois, les petits restos, mais maintenant, tu sais, avant, c'était comme, ah oui, tu sais, le vendredi soir, c'est le fun. Puis là, j'avoue que des fois, le vendredi soir, je suis comme, ah mon Dieu, j'ai tellement hâte d'arriver, puis comme prendre ça mollo en mou, là, fait que oui. Des fois, c'est comme resto commandé. Mais une fois de temps en temps, une activité au resto. Oui, ça, c'est le fun. Oui. Excellent. Dernière question. Lors d'une journée de congé, préfères-tu partir à l'aventure ou rester tranquille à la maison? Ouf, ça dépend. Je mixe, mais je dirais, je suis tranquille, là. Oui, une journée de repos. Là. Oui. Super, ben c'est ce qui conclut ce podcast. Donc, un gros merci encore, Marie-France. Ça a été super intéressant. Merci à vous, vous êtes super bonne. C'était super le fun.